commencer avec le premier sujet, Margot, la génération Z. Alors, la génération Z, C'est ça. tout à fait, Guillaume. Non, peut-être pas tout à fait. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc la génération Z, c'est quoi? Donc, ce sont les moins de 20 ans qui sont nés donc, après 1995. Ils ont toujours connu la crise, la courbe de chômage exponentielle, et ils sont nés avec l'ère du numérique, vraiment, les TIC quoi. Et en fait, c'est cette génération-là donc connaît par cœur par exemple les concepts de Tinder, Adopte un mec, hipster, geek, tout ça, et à tel point que le dictionnaire a enregistré très récemment les mots tels que kiffer, malbouffe, psychoté, comaté, donc ce qui témoigne vraiment d'un bousculement sociologique et générationnel de cette génération Z. Donc, Après, la génération Z, quand on a commencé à réfléchir là-dessus, on a trouvé qu'elle n'était pas... Enfin, on a eu du mal à la différencier avec la génération Y. Et finalement, quand on a fait des recherches, on a découvert que les sociologues différencient les deux. Parce que la génération Y, nous, donc, on est né avec le web 1.0. Ça veut dire que on sait très bien maîtriser l'outil Internet, on sait faire des recherches, on maîtrise Facebook, Twitter, etc. On sait aller sur Wikipédia, on a ce réflexe-là. On est plus virtuel que papier. Mais la génération Z, elle est plutôt 2.0. C'est-à-dire qu'eux, ils sont nés avec Facebook et Twitter, alors que pour nous, ça reste que des outils. Eux, ça fait vraiment partie intégrante. C'est vraiment une troisième main, quoi. Vraiment, ils sont... Ouais, leur téléphone, c'est une troisième main. Ouais. Leur smartphone, c'est une troisième main. Et la génération Z, il y a certains sociologues qui l'appellent aussi la génération C, pour communication, collaboration, collection et créativité. Et donc ça prouve vraiment que ça fait partie entièrement de leur culture et de leur état d'esprit, en fait. Et comme tu disais, ils sont nés avec la crise, et donc c'est... En fait, la génération Y, en anglais, ça fait why, parce qu'ils se posent la question, en fait, ils remettent en cause la hiérarchie, qu'il y a quelque chose qui ne leur plaise pas, ils le disent. La génération Z, elle est un peu plus... Comme elle est née avec la crise, elle a toujours eu cette... appréhension par rapport au monde qui les attend, en fait. Oui, c'est ça, ils ont peur, et c'est la première génération qui pense qu'ils vont moins bien vivre que leurs parents. C'est ça. Du coup, en entreprise, c'est une génération qui va avoir beaucoup de mal avec l'autorité et la hiérarchie. Puisqu'ils attendent aussi beaucoup du travail. Ils sont vraiment guidés par le plaisir, par leur envie. Ce qui fait que du coup, le défi pour les managers, déjà ils ont eu beaucoup de mal à gérer la génération Y, parce qu'ils remettaient beaucoup en cause la hiérarchie. La génération Z, c'est encore pire. Et en plus de ça, ils sont vraiment guidés par le plaisir. Ils veulent plus de ce stress, en fait, ils veulent vraiment se débarrasser, c'est ça, hein. Ils veulent vraiment, en fait, ils veulent pas travailler pour remplir leur frigo, ils veulent vraiment travailler parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Pour s'épanouir, vraiment. Voilà, et c'est exactement ça. Et du coup, le défi des managers, c'est vraiment de cristalliser cette énergie-là dans l'entreprise. Mais après, il y a aussi de très bons exemples de réussite de la génération Z. J'avais lu un article sur Valentin Reverdy. C'est un jeune de 16 ans. Lui, à 11 ans, il a lancé un site pour aider des personnes qui vivaient en Tunisie, qui étaient handicapées, pour avoir accès à l'ordinateur. Et il a continué ses études. Il s'ennuyait, en fait. Il ne trouvait pas ça assez stimulant. Du coup, il a lâché ses études. Et là, il a lancé un magazine pour publier des articles de jeunes comme lui qui pensent que, ils n'ont pas assez de... ils ne se retrouvent pas dans les magazines d'aujourd'hui. Du coup, il lance son propre magazine. Et il y a plein de portraits comme ça de jeunes de génération Z qui servent un peu d'exemple parce qu'ils sont beaucoup plus entreprenants, parce qu'ils ont envie, ils sont guidés par leur plaisir, par leur passion. Donc la génération Z, on peut vraiment parler d'un bousculement sociologique et une mouvance de la méthode d'entreprise. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Dixit Stuart Gulliver, le patron d'HSBC. Alors, HSBC, c'est l'affaire SwissLeaks. Donc, HSBC, c'est la banque suisse qui aurait, entre 2005 et 2007, aurait été impliquée dans une affaire de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Ça a fait scandale parce que déjà, les sommes engagées sont énormes. Il y a, je crois, c'est 180 milliards d'euros qui ont transité par cette banque-là en l'espace de 2 ans. C'était entre 2006 et 2007, voilà. Le scandale a ressurgi vraiment beaucoup plus tard, le temps de traiter les informations.
ça. Voilà, c'est un informaticien qui travaillait pour la banque qui a Genève, révélé, ouais. voilà, qui a révélé cette affaire-là. Du coup, ça a été un énorme scandale. Ça a été aussi un scandale en France parce qu'il y a beaucoup de personnalités très connues qui étaient impliquées dans cette affaire-là, comme par exemple Jeanne Moreau, le patron de Jacques Desange, et Gad Elmaleh. Je rêve d'une banque suisse. Voilà, énorme scandale, polémique sur Internet, ça casse, etc. Et quand on a réfléchi avec Margot à cette affaire-là, on s'est demandé, mais est-ce que finalement, certes, c'est un crime, il y a une peine d'emprisonnement pour ceux qui ont fraudé. Jusqu'à 5 ans. Jusqu'à 5 ans. Mais voilà, la question c'était, est-ce que ça mérite vraiment toute cette polémique réellement? Parce que, dans le sens où quand on analyse les chiffres, oui, on se rend compte qu'il y a 5,7 milliards d'euros d'avoirs français qui ont été transférés à HSBC, oui. Mais quand on analyse par exemple les chiffres de la dette publique française, on se rend compte qu'elle est 2 milliards. Donc est-ce que vraiment c'est pertinent de chercher à tout prix à lutter contre en soi, ça a pris beaucoup de poids. Il y a énormément d'hommes et de femmes politiques qui s'en servent pour leur rhétorique en disant que les riches seraient égoïstes, qu'il faudrait, pour réduire le déficit et la dette publique, il faudrait aller chercher cet argent-là, mais finalement... Ça représente qu'une toute petite proportion voilà. du... Donc la dette publique, c'est 2000 milliards, là, les sommes engagées, c'est quoi? C'est 5 milliards. Donc c'est une somme, mais c'est peanuts. Et même en plus, c'est même pas 5 milliards, c'est 5 milliards imposables. Donc ce serait plein. Voilà, donc ça diminuerait encore plus. L'État n'aurait pas récupéré 5 milliards. Et ça nous a fait un peu réfléchir à la notion de patriotisme fiscal. Cette notion-là, elle est apparue pendant les campagnes présidentielles, donc avec la dernière tranche des revenus à 75% que voulait instaurer François Hollande. Et il le justifiait en parlant de patriotisme fiscal. Et au même moment, il y avait eu un scandale avec le président de LVMH. Bernard Arnault, voilà, qui avait demandé la nationalité belge. Et donc le ministre de l'économie de l'époque, Pierre Moscovici, avait dit il faut aussi, même dans la fiscalité, être patriote. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'être citoyen? Est-ce que c'est vraiment... on a des droits, mais aussi des devoirs. Donc... Voilà, c'était ça sa rhétorique, c'était vous avez profité du service public, vous profitez de nos écoles, etc. Donc il faut aussi payer vos impôts. Le problème, déjà, c'est une notion, patriotisme fiscal, donc la gauche redécouvre le patriotisme, déjà c'est assez amusant, d'une part, mais aussi le problème, c'est qu'on paye des impôts, mais on n'en paye pas à la patrie, on en paye à l'État. Ouais. Ça, c'est complètement différent. Et on ne sait pas vraiment où est-ce que c'est... concrètement, est-ce que c'est vraiment à notre service finalement voilà, c'est ça, c'est-à-dire que certes, on a des... Voilà, bois ton coca dans ton verre de vin. Ça fait illusion, attends. Ça fait très bien illusion, ouais. Ça passe mieux aussi. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait du coup. Est-ce que finalement, quand on paye des impôts, on n'est pas aussi client de l'État et on s'attend à ce que les services publics pour lesquels on a payé soient de qualité? Et du coup, on peut vraiment se poser la question, est-ce que du coup, c'est un devoir de payer ces impôts? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un minimum d'attente à avoir vis-à-vis de l'État? Et clairement, si LVMH avait le même niveau de dette que l'État français, Bernard Arnault serait en prison. Droit de se dire, et aussi qu'il ne veut plus payer ses impôts. Voilà, et du coup, c'est vraiment une notion sur laquelle on peut s'interroger. Est-ce que le simple fait d'être citoyen, de devoir être solidaire, justifie le fait qu'il faille payer des impôts? Est-ce que l'État n'a pas aussi une part de responsabilité dans la proportion qu'a pris la fraude fiscale? Donc, vous pouvez répondre dans les commentaires à cette question-là. Est-ce que vous pensez que... On lance le débat. Voilà, est-ce que le patriotisme fiscal, c'est une notion qui est légitime et qui est valable? Voilà. Donc pour notre prochain sujet, je vous demande d'accueillir Laure qui va nous parler du projet Mars One. Salut Laure! Salut Margot! Alors bonjour tout le monde, du coup moi d'habitude je suis derrière la caméra, mais aujourd'hui je vais vous parler du projet Mars One. Vous savez peut-être que c'est déjà, le projet Mars One, c'est une mission de colonisation de la planète rouge. Et cette semaine, ils ont déjà révélé en fait, les 100 noms des prochains colons qui devraient partir les premiers d'ici 2024. Donc les 4 premiers cosmonautes vont aller sur Mars en 2024. Le problème, c'est que c'est un projet, ça a l'air sympa sur le papier, mais est-ce que c'est vraiment faisable?
Et bah, c'est un peu la question qu'on Oui, se ça a pose. l'air vraiment improbable, quoi. La science-fiction, C'est quoi. exactement ça. C'est vraiment bizarre. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en fait, c'est un programme en plus qui sera financé essentiellement par la télé-réalité, c'est-à-dire qu'on va filmer tous les astronautes qui seront sur Mars, voir comment ça se passe. Et ça a plus ou moins une visée scientifique, mais personnellement, j'ai un peu l'impression que ça va être Secret Story Ah, sur Mars. Story sur Mars. Exactement. Alors, on va parler un peu du coup des problèmes qu'il y a. Le premier vraiment gros doute, c'est au niveau économique. Il y a la société Mars One, du coup, elle a annoncé un budget de 6 milliards de dollars pour la première mission sur Mars en 2024. Sauf que la NASA, dans le même temps, ils montent aussi un programme pour aller sur Mars et ils parlent plutôt de 80 milliards. Donc il y a quand même une grosse différence de coût entre les deux missions. Ensuite, le deuxième gros problème, c'est les participants. Peut-être que vous le saviez, mais en gros, il y avait un jeu concours qui nous permettait de nous inscrire si on voulait faire partie des 100 cosmonautes qui vont aller sur Mars. N'importe qui. Exactement. N'importe qui, le coiffeur, l'employé de banque, le PDG, n'importe qui. Mais du coup, c'est pas des astronautes, ils n'ont pas la formation, ils n'ont rien. Donc normalement, pour la prochaine décennie, ils vont suivre un programme d'entraînement. Mais est-ce que vraiment ils vont quand même être prêts? C'est un peu douteux. Et enfin, il y a les gros problèmes qui se posent au niveau technique. Alors déjà, la technologie utilisée, ce serait la même que sur l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale. Mais on ne sait pas vraiment si ce sera adapté pour la gravité martienne ou pas. Et le gros problème, mais vraiment là c'est pas un petit truc, hein, il y a un rapport qui a été publié par le MIT en 2014, pardon, et en gros ils expliquaient que sur Mars ils ont prévu de nourrir les colons en faisant pousser des légumes, ou des cultures comme le blé, ce genre de choses. Et en soi c'est super, sauf qu'en fait les légumes ça dégage de l'oxygène, et le gros risque c'est que tous les colons vont mourir étouffés par ce trop plein d'oxygène, exactement. Donc il n'y a pas vraiment de moyen de ventilation et le seul moyen possible pour résoudre le problème ce serait de diffuser de l'azote. Sauf que dans ce cas, comme on fait l'azote, on l'emmène comment, on le stocke où, est-ce qu'on en a assez? C'est un peu bloqué, quoi. Exactement. Il y a des solutions, mais à chaque fois Et c'est le pire, rebuté. c'est exactement ça. Et en fait, ces mêmes scientifiques qui ont publié le rapport, ils disent que si les colons partent, c'est super, ils survivront les 68 premiers jours et c'est tout. Ah, ça donne envie. Ça donne envie. Donc moi je pense que apparemment, ça risque plutôt d'être Koh-Lanta sur Mars que. C'est plutôt un beau projet, un peu irréaliste, mais... Et si ça se fait, ça risque de pas durer très longtemps. D'accord. Voilà, c'était la troisième vidéo de Kezako. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, likez notre page. Continuez à nous suivre et à bientôt sur Kezako. À bientôt. Wow.